Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute. Ici Chloé Machillot et Christophe Sanders en direct du square Dorchester dans le centre-ville de Montréal pour votre point hebdomadaire sur l'actualité. Bonjour Christophe, comment ça va? Bonjour Chloé, ça va très bien, merci. Bonjour à tous nos auditeurs à la maison. Sans plus attendre, voici les manchettes de l'émission du jour. Pour commencer, l'exposition du moment qui fait honneur à l'intégration d'immigrants musulmans dans la société québécoise. Et toujours à Montréal, on vous parlera du prix du stationnement du centre universitaire de santé McGill qui fait jaser. Nous verrons pourquoi plusieurs utilisateurs ont décidé de se mobiliser. Enfin, pour l'actualité sportive, nos journalistes ont rencontré l'équipe locale de hockey féminin qui entame sa saison régulière sous une toute nouvelle identité. Tout cela et bien plus encore en 27 minutes. Top chrono! Commençons par un sujet qui préoccupe bien des Québécois, la crise des réfugiés en Europe et l'annonce du gouvernement de Justin Trudeau d'en accueillir 25 000 d'ici au printemps 2016. En effet, Chloé, et plusieurs propos à tendance islamophobe font actuellement surface dans le débat entourant l'accueil de ces réfugiés. Il semble y avoir confusion entre religion musulmane et djihadisme. Pour vous mettre en contexte, au Québec, un récent sondage réalisé pour le compte de La Presse quelques jours après les attentats de Paris a beaucoup fait jaser. Il indiquait que 6 Québécois sur 10 étaient défavorables à l'idée d'accueillir des réfugiés syriens dont la plupart sont de confession musulmane. On parle pourtant de deux réalités différentes. Bien qu'appelé État islamique, le groupe terroriste est condamné par beaucoup de musulmans. Oui, Chloé, le groupe armé État islamique, aussi appelé Daesh, est considéré par beaucoup de musulmans comme carrément contraire aux valeurs de l'islam. Pour mettre les choses en perspective, une récente étude rapportée par les quotidiens britanniques The Guardian et The Independent a indiqué que 78% des meurtres résultant d'actes terroristes dans le monde en 2014 avaient eu lieu dans 5 pays musulmans, soit l'Irak, l'Afghanistan, le Nigeria, le Pakistan et la Syrie. C'est donc dire que les musulmans sont le plus souvent les premières victimes des groupes terroristes radicaux. Dans cette optique, c'est plutôt normal qu'une partie d'entre eux cherche à trouver refuge dans les pays occidentaux, souvent considérés plus stables et plus sécuritaires. Attention aux amalgames donc. Il faut aussi rappeler qu'au Québec, les premières vagues d'immigration musulmane remontent aux années 1960. Ces populations se sont progressivement intégrées à la société et c'est la volonté de beaucoup de réfugiés aujourd'hui d'en faire autant. Et d'ailleurs, notre premier reportage porte sur l'exposition québécoise musulmane et après, qui illustre à travers 24 photos comment des gens d'ailleurs s'intègrent à leur société d'accueil québécoise. Mariama Diallo nous en dit plus. Sur cette photo, Lucie, Kérimé et Yassémine, 3 femmes musulmanes, servent le repas du Noël chrétien dans une association caritative. Elles s'impliquent dans la société, tout comme Jonit Khan, activement engagé dans plusieurs enjeux sociaux. L'exposition québécoise musulmane et après illustre différentes facettes de la vie de musulmanes et musulmans québécois. Les personnes représentées livrent une partie de leur vie quotidienne à travers 24 photos qui sillonnent le Québec depuis mars 2015. L'exposition est le fruit du partenariat entre un organisme chrétien, le Centre Justice et Foi, et une association musulmane, La Voix des Femmes. Selon Eve Torres, le photoreportage illustre la diversité et l'intégration des musulmans dans la société québécoise. Je suis convaincue que ce genre d'événement favorise un meilleur vivre ensemble. Bien qu'une alliance entre un organisme chrétien et musulman soit inhabituelle, la directrice du Centre Justice et Foi pense que ce partenariat est nécessaire au dialogue interreligieux. On oblige les gens parfois à dépasser les premières façons d'aborder la question de l'islam au Québec. Selon le spécialiste des minorités religieuses Frédéric Castel, une initiative comme l'exposition québécoise musulmane et après est bénéfique pour la société québécoise. Cette exposition-là nous donne plus accès à ce que je voudrais dire, ce que je pourrais appeler les musulmans ordinaires du Québec tels qu'on les connaît. Donc, ça ne peut que restituer ou de mettre une meilleure lentille sur la caméra de la réalité.
L'exposition prend fin le 22 septembre au YMCA du centre-ville de Montréal. Elle poursuivra son itinéraire le 5 octobre au Café L'Artère. C'était Mariama Diallo pour Radio-Canada. De beaux projets, Christophe. Oui, Chloé, enfin un portrait positif de l'intégration, de quoi faire réfléchir bien des personnes au sujet des idées préconçues entourant l'immigration. Toujours autour de la thématique de la photo, notre prochain reportage traite d'une technique photographique qui avait sombré dans l'oubli selon bien des personnes. Malgré les nouvelles technologies et l'omniprésence du numérique, semblerait-il que la bonne vieille photographie argentique soit de retour, Chloé. Elle connaît en effet un regain de popularité chez les jeunes occidentaux et Montréal ne fait pas exception. Plusieurs boutiques spécialisées profitent de cet engouement renouvelé. Et nous avons rencontré le photographe Francis Terry pour parler de cette pratique photographique. Il y a un regain vers le film peut-être parce que c'est une technologie ancienne, puis chez les jeunes ça peut paraître populaire, et il y a aussi probablement un intérêt vers l'utilisation de vieux appareils qui sont encore très bons, qui sont sur le marché. Je pense que c'est surtout de l'expérimentation. Je pense qu'il y a un côté nostalgique par rapport à utiliser des vieux appareils, parce que bon, il va toujours en avoir un qui traîne chez les parents ou un truc comme ça, mais aussi qu'il y a de très bons appareils qui sont disponibles sur le marché, qui utilisés en numérique, ce serait encore très dispendieux. Il y a un rythme plus lent quand on utilise l'argentique, donc ça peut ralentir la cadence. Puis il y a aussi le fait que je pense que le monde va utiliser l'argentique peut-être pour des projets qui sont plus personnels, alors que le numérique, dans le fond, c'est très très rapide. Je pense qu'il y a une volonté de peut-être ralentir un peu, parce qu'on est tellement saturé d'images. Mais en même temps, je pense que ça a aussi apporté une genre de nouvelle valeur, du genre, c'est une technologie qui est presque sur la fin, il faudrait peut-être l'utiliser encore. Puis une compagnie comme Impossible Project, ça fonctionne très bien pour tout ce qui est Polaroid, même si c'est très cher. Il y a Ilford qui, eux, continuent de faire du film et restent assez populaires. Donc, eux, j'ai l'impression qu'ils vont rester autant longtemps qu'ils peuvent. Là. On vous en parlait en manchette. Un autre sujet d'actualité provoque bien des mécontentements. Il s'agit de la tarification du stationnement au Centre universitaire de santé McGill, aussi appelé CUSUM. En effet, Chloé, une hausse récente des tarifs des stationnements des hôpitaux affiliés au CUSUM frustre plusieurs patients et leurs proches. Fanny Bussière-McNichol nous en dit plus. Le prix du stationnement au Centre universitaire de santé McGill est le plus élevé de tous les établissements de santé québécois. 25 $ par jour, 50 pour le stationnement express. C'est ce qu'il en coûte aux usagers qui se sentent littéralement pris en otage. Comme le dit cette dame, si une personne moins nantie a le choix entre payer 30 à 50 $ de stationnement et faire une épicerie, elle risque de choisir l'épicerie. Le problème tient aussi dans le découpage des durées de facturation. Dès la 91e minute, on atteint le plus haut tarif. Pour Pierre Hurtaud, membre du comité des usagers du CUSM, ces prix sont tout simplement excessifs. C'est pas long, là, 90 minutes, quand on a à visiter un médecin ou aller passer des tests ou aller à l'urgence. Alors, il trouvait que c'était vraiment abusif. Mais pourquoi un prix si élevé? C'est qu'une directive ministérielle oblige les établissements de santé à assumer seuls les frais de construction et d'entretien de ces stationnements. Tant du côté des patients que de l'avis de certains experts, on a affaire à des frais déguisés, à un genre de ticket modérateur. Guillaume Hébert, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, conteste la légitimité d'une telle tarification dans un régime de soins de santé censé être gratuit et universel. Quand on nous charge pour rentrer en stationnement, finalement, on nous charge pour rentrer dans l'hôpital. Donc, ultimement, on a réussi de cette façon-là à contourner la loi canadienne. Le comité des usagers du CUSM a porté plainte auprès du protecteur du citoyen. Une enquête est en cours. C'était Fanny Bussière-McNichol pour l'Université de Montréal à Westmount. Dossier exclusif, incursion dans les coulisses du monde de la restauration montréalaise, où c'est le cas de le dire, vous verrez, les couteaux volent bas. Il y a clairement une injustice. Puis ça dure depuis très, très, très longtemps.
De retour à l'émission où nous bravons le froid de Montréal. On vous en parlait juste avant la pause publicitaire. Les cuisiniers du Québec et d'ici même à Montréal travaillent bien souvent dans des conditions fort difficiles, Chloé. En effet, Christophe, et on en avait déjà parlé au mois d'août dernier, alors qu'on annonçait une pénurie de cuisiniers à venir. Si ces derniers gagnent un salaire plutôt modeste, leurs collègues au service, en revanche, semblent rouler sur l'or. Est-ce normal qu'un serveur qui travaille 2 fois moins d'heures qu'un cuisinier gagne le double de son salaire ? Ne devrait-il pas y avoir un système de redistribution plus équitable pour redistribuer les millions de dollars que brasse chaque année l'industrie de la restauration ? Nos journalistes Fanny Bussière-McNicol et Nicolas Femme se sont penchés sur ces questions. Samuel, ex-serveur, gagnait en moyenne 1 200 $ par semaine lorsqu'il travaillait dans un bistrot branché de Montréal. Du côté de Yannick et de Sébastien, tous deux cuisiniers, ils gagnent un peu plus de 500 $ chaque semaine. Il n'est pas rare que les serveurs gagnent le double, voire le triple du salaire de leurs collègues en cuisine. Situation injuste qui demanderait à être modifiée, c'est ce que nous nous sommes demandé. Il y a plus de 20 000 restaurants en opération à la grandeur du Québec. Dans chacun d'eux, travaillent de concert 2 équipes. Les cuisiniers préparent les plats alors que les serveurs les amènent aux clients. Même si les 2 emplois sont exigeants, la richesse générée par la vente des repas est loin d'être partagée équitablement entre ceux qui ont contribué à l'expérience du client. Une iniquité qui pose beaucoup de malaise et de frustration. Pour Alexandre Gosselin, chef propriétaire, cette situation est tout simplement injuste. Mais il y a clairement une injustice. Puis ça dure depuis très longtemps. Même des serveurs dénoncent cette situation. Moi, je pense que la situation est pas juste. En fait, je trouve que c'est pas équitable entre cuisinier et serveur. Je trouve que le serveur, à la base, fait beaucoup d'argent pour ce qu'il fait. Le cuisinier en fait pas beaucoup pour ce qu'il fait, donc il y a clairement une inégalité. François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'Association des restaurateurs du Québec, rejoint au téléphone, confirme cette impression partagée. Il est clair qu'il y a un déséquilibre entre la rémunération de la cuisine et de la salle. La plupart de nos enquêtes là, nous permettent d'affirmer que le déséquilibre est assez important. Ces disparités de salaire dans un même établissement peuvent engendrer des relations de travail pour le moins tendues. Il y a toujours ce petit tabou-là qu'on ne dit pas combien on gagne. On essaie de ne pas mélanger la cuisine, le service pour justement pas mettre l'emphase sur les différences salariales. Puis oui, ça peut créer des frictions. Une situation taboue dont on entend rarement parler hors des cuisines. Pourtant, si rien n'est fait, on peut s'attendre à un manque d'environ 30 000 employés en restauration d'ici 15 ans, selon le Conseil canadien des ressources humaines en tourisme. Pour plusieurs, cette pénurie de cuisiniers qui s'annonce est causée par les mauvaises conditions de travail, dont une rémunération insuffisante. Mais moi, j'ai des très bons cuisiniers qui ont juste qui leur manque peut-être 2-3 éléments pour pouvoir pousser et qui souvent décident d'arrêter la cuisine pour une question uniquement salariale et non par passion. Puis c'est pour ça qu'on perd parce que les salaires sont pas là. 2 modèles bien différents de rémunération cohabitent. Les cuisiniers reçoivent un salaire horaire de 12 à 15 $ en moyenne. Les serveurs, eux, reçoivent le salaire minimum des employés à pourboire, 9,05 $. Mais s'ajoute à ce petit salaire quelque chose qui, à l'issue de chaque quart de travail, fait vite oublier la fatigue. Le pourboire. Il y a une petite partie d'heure qui est payée au salaire minimum par le restaurant, mais le gros du salaire d'un serveur, c'est vraiment les pourboires qu'il reçoit. Et dépendant comment le modèle d'affaires est fait, pot commun, pas pot commun, bien, il y a certains serveurs, que tu sois bon ou pas, peut se retrouver avec beaucoup d'argent dans ses poches à la fin d'une soirée, contrairement à un cuisinier. Selon la loi sur les normes du travail, l'ensemble des pourboires revient au serveur. Pourtant, le service en restauration, ce n'est pas seulement l'affaire du serveur. C'est l'ensemble de la performance de l'équipe qui incitera le client à concéder ou non un généreux pourboire. Je pense que dans un système idéal puis équitable, le serveur n'a pas le lieu de recevoir 100% du pourboire qui est donné. Quand c'est un ensemble, le service, c'est un ensemble et non juste une personne qui te sert. Un mécanisme de partage des pourboires existe bien et a pour but de rééquilibrer ces inégalités de salaire. Mais attention, ces conventions de partage des pourboires n'existeront que si la majorité des serveurs y a consenti. Et même là où ces conventions sont sur pied, l'écart entre la rémunération des cuisiniers et des serveurs n'est que très peu comblé. Ça équilibre un petit peu. Parce qu'au final, la convention, c'est nous qui la faisons, c'est nous qui la signons, c'est nous qui la choisissons. Puis
comme je dis tantôt, l'humain étant ce qu'il est, on va pas faire par exprès pour pitcher de l'argent à qui en veut, quand on pourrait dire c'est à nous que ça revient. Si le système actuel est inéquitable, alors pourquoi ne pas le changer? Une tentative de renverser la coutume risque de se heurter à plusieurs obstacles. Surtout que sans sécurité d'emploi, les cuisiniers non syndiqués ont peu de poids pour faire changer les choses. Oui, le serveur gagne plus, le cuisinier gagne moins. Ça a été une façon de penser, ça a été ancré dans notre culture. Il n'y a jamais personne qui a fait non, ça ne devrait pas être de même. La seconde que quelqu'un va faire ça, on va perdre sa job. Sans oublier que si des modifications sont apportées au modèle actuel, les serveurs offriront certainement une résistance, car c'est eux qui risquent de sortir perdants de l'exercice. Parce que dans la vie, tu ne peux pas baisser le salaire de quelqu'un. Tu peux l'augmenter, tu ne peux pas le baisser. Si tu arrives au serveur, vous faites moins d'argent, je peux te garantir qu'il va y avoir une plus grande pénurie de serveurs qu'une pénurie de cuisiniers aujourd'hui. Pourtant, des modèles alternatifs existent. Certains sont d'avis qu'il faudrait rendre le partage des pourboires obligatoire et faire en sorte que leur redistribution équilibre véritablement les revenus des employés d'un même établissement. D'autres, comme François Pajot, préféreraient qu'on s'inspire de la France et d'autres pays européens et qu'on abolisse tout simplement les pourboires pour les inclure dans le prix des repas. En abolissant le pourboire, c'est comme ça que je le verrais, ça permettrait aux restaurateurs d'augmenter leur prix un peu, parce que de toute façon, la facture totale, taxes et pourboires incluses, serait à peu près le même. Mais là, il y aurait de la marge de manœuvre, justement, pour peut-être redistribuer les salaires de manière plus équitable dans son entreprise. Malgré le malaise évident au sein de l'industrie, revoir le modèle de rémunération des employés de la restauration au Québec n'est pas pour demain. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Sam Hamad, a affirmé par la voix de sa porte-parole que de telles modifications n'étaient pas envisagées pour le moment. En attendant, serveurs et cuisiniers continuent de travailler ensemble dans les restaurants de la province, même si certains sont plus gagnants que les autres. Quand tu rentres faire un chiffre de 12 heures, que tu es debout, que tu es sous pression, sous stress, puis que tu te fais payer 10 piastres de l'heure, moi, je le ferais pas. Madame, monsieur, on nous informe qu'il y a du nouveau dans l'affaire du stationnement du CUSUM. Notre journaliste Fanny Bussière-McNicol est toujours sur place. Bonjour Fanny, est-ce que vous nous entendez? Bonjour Chloé. Alors Fanny, l'affaire du stationnement CUSUM connaît des rebondissements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. Vous vous souvenez que j'avais conclu mon reportage en vous disant qu'à la suite d'une plainte déposée par le comité des usagers du CUSM, une enquête avait été ouverte et était en cours. Eh bien, le rapport de la protectrice du citoyen vient tout juste d'être rendu public. J'en ai une copie à la main. J'ai eu le temps rapidement de le feuilleter pour vous. L'élément le plus important qui se dégage de ce rapport est qu'on reconnaît que des tarifs de stationnement aussi élevés que ceux du CUSM, je vous rappelle qu'ils ont été haussés récemment à 25 $ par jour. Eh bien, la protectrice dit qu'ils peuvent constituer, et je cite, un obstacle indirect à l'accès aux services. La protectrice du citoyen relève par ailleurs qu'il y a certaines incohérences dans la tarification du CUSM. Vous vous rappelez de cette directive ministérielle qui exige que les établissements hospitaliers autofinancent la construction et la maintenance de ces stationnements? Eh bien, la direction du CUSM avait utilisé cet argument pour justifier la hausse de ces tarifs. Le problème que souligne la protectrice du citoyen, c'est que le CUSM a haussé le prix de tous ces stationnements et non pas seulement de ceux du site Glen qui vient tout juste d'être construit. Le rapport y conclut donc que le choix des tarifs ainsi que l'échelle des tarifs a été davantage faite avec l'intention de maximiser les revenus du stationnement que pour répondre aux besoins des usagers. Fanny, est-ce que la protectrice a demandé au CUSUM de modifier ses tarifs? Oui, la protectrice du citoyen demande au CUSM de revoir le prix de ses stationnements d'ici la fin du mois, tout en tenant compte notamment de l'ensemble des coûts d'exploitation des stationnements et de leur environnement. Je conclus en vous disant que le comité des usagers du CUSM a déjà réagi à la publication de ce rapport. Il s'est dit satisfait des conclusions de celui-ci et il espère que la direction du CUSM ajustera rapidement à la baisse les tarifs de ces stationnements. Mais il s'est dit tout de même inquiet du fait que, malgré ce rapport, rien n'oblige encore l'hôpital à plafonner son tarif maximal. Merci beaucoup, Fanny. C'est un dossier que nous suivrons de près dans les prochains jours.
Autour de l'actualité sportive maintenant, l'équipe montréalaise de la Ligue canadienne de hockey féminin, anciennement connue sous le nom des Stars, a changé de nom en septembre dernier à la suite d'un partenariat avec le Canadien de Montréal. Notre journaliste Jessie Hull se trouve présentement à l'aréna Étienne Desmarteaux à Outremont, où l'équipe nouvellement rebaptisée les Canadiennes vient de remporter les 2 premiers matchs de sa saison régulière. Dites-nous, Jessie, c'est un peu une nouvelle aventure qui commence pour les joueuses de l'équipe. Eh bien oui, pour les joueuses, c'est tout un honneur de maintenant faire partie de la grande organisation du Canadien de Montréal. Et même si elles ne sont pas payées pour jouer au hockey, ce partenariat avec une équipe de la LNH marque le début d'une nouvelle ère pour la Ligue canadienne de hockey féminin. Grâce à ce changement d'identité, l'équipe féminine profitera d'une nouvelle visibilité et d'un certain support financier. Mais au-delà de ça, l'organisation du Canadien de Montréal supportera celle des Canadiennes au plan du marketing, des commandites et des initiatives communautaires. Et Jessie, est-ce la seule équipe de la Ligue à bénéficier d'un partenariat de ce type avec une équipe professionnelle masculine? Bien, pour le moment, 2 autres équipes du circuit bénéficient du même genre de soutien. Les Furies de Toronto avec les Maple Leafs et l'Inferno de Calgary avec les Flames. C'est très positif pour la Ligue et ça permet de rêver un jour où les joueuses pourront être rémunérées. En attendant ce moment, la saison des Canadiennes se poursuit alors qu'elles rendront visite aux Furies de Toronto pour disputer 2 rencontres en 2 soirs, ce samedi et dimanche. L'équipe de Montréal sera de retour pour sa prochaine partie à domicile le 28 novembre. Ce sera une bonne occasion pour le public de voir jouer les meilleures joueuses au monde pour une fraction du prix d'un match de la LNH. Les médaillées d'or Caroline Ouellette, Marie-Philippe Poulin et Charline Labonté seront présentes pour démontrer tout leur talent. Merci beaucoup, Jessie. Écoutons à présent notre journaliste Aurélien Denegri qui s'est entretenu avec la directrice générale de l'équipe, Meg Ewings. Oui, on se trouve en compagnie de Meg Ewings, directrice générale des Canadiennes de Montréal, pour répondre à quelques petites questions avec nous. Madame Ewings, on voulait déjà savoir, ce nouveau partenariat avec le Canadien de Montréal, qu'est-ce que ça représente pour vous? Mais le nouveau partenariat, c'est certain que c'est un énorme atout pour l'hockey féminin au Québec, pour nous autres aussi en tant que club, puis aussi pour la Ligue canadienne d'hockey féminin. Les Canadiennes, c'est quand même une équipe légendaire dans la Ligue nationale. Puis on est vraiment content d'avoir ce partenariat puis d'être capable de faire rayonner notre sport. Est-ce que vous sentez que les joueuses, ça a fait un changement pour elles? Vous en avez parlé avec elles, ça représente quoi pour elles? Oui, mais tous les joueuses aiment beaucoup notre nouveau nom, notre nouveau logo. C'est sûr que le moment que nos joueuses ont mis leur chandail pour la première fois au Centre Bell, c'était vraiment un moment historique, je pense, puis un moment très touchant parce qu'on avait des très jeunes dans la salle aussi, puis d'être capable de voir que Marie-Philippe Poulin porte son jersey, Caroline, elle porte son jersey, puis ils ont devenu les Canadiennes. Je trouve que c'était vraiment un moment que je vais toujours s'en rappeler. Ça donne une plus grande visibilité à la Ligue, une plus grande crédibilité? Oui, mais en effet, la Ligue canadienne de hockey féminin, on a 3 partenariats maintenant avec les clubs NHL. Puis, en effet, il n'y a aucune ligue dans le monde qui a ce type de partenariat. Alors, pour nous, c'est énorme que nos équipes peuvent comment est-ce qu'on dit, can rely on, que peuvent tourner à nos équipes masculines pour du soutien, pour aussi des avis, en effet, pour tout ce qui est marketing. Les Canadiennes ont énormément d'expertise, puis plus de 100 ans d'expertise en hockey. Alors, pour nous, c'est vraiment un atout d'être capable de travailler avec eux autres, puis de prendre des conseils aussi. Quels sont vos objectifs de la saison? On imagine que c'est toujours le plus haut qu'on vise. Mais c'est certain qu'on vise le Coupe Clarkson. On a gagné 3 fois, puis on aimerait très bien le ramener à Montréal. Ça serait vraiment le fun si les Canadiens aussi amènent la Coupe Stanley, puis on pourrait tous les deux hoist the cups, as they say. Mais hors glace aussi, c'est une année énorme pour nous. On espère avoir plein de partisans. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas qu'il y a une équipe professionnelle à Montréal. Puis vraiment, en tant que les Canadiennes, on espère que le monde va savoir qu'on est ici, peuvent venir regarder les meilleures joueuses au monde qui ont scoré les buts à Sochi, à Vancouver. Il y a Poulin, il y a Ouellette, il y a Labonté. Alors, il y a vraiment comme les meilleures joueuses ici, puis ils viennent d'ici aussi. Alors, on a aussi une équipe qui est très montréalais en caractère, puis ils ont beaucoup de chimie, puis c'est vraiment une équipe le fun.
Merci Aurélien. Tout cela est bien excitant pour les Montréalais qui ont maintenant 2 équipes professionnelles de hockey à supporter dans leur ville. Nous aurons le plaisir de suivre les Canadiennes durant toute la saison grâce à notre couverture sportive. D'ailleurs, une des joueuses étoiles de l'équipe, Anne-Sophie Bété, fera l'objet d'un reportage lors de notre émission de la semaine prochaine. Quand tu es au hockey, tu penses pas à tes examens, tu penses pas au travail, tu penses pas à rien. Fait que pour moi, ça a été une libération, puis ça me donne mon équilibre. Eh bien Christophe, notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous avons livré l'actualité de Montréal en 27 minutes. Top chrono! Merci aussi à notre équipe de production dirigée par Pascal Trudeau. La semaine prochaine, vous retrouverez une nouvelle émission animée par Maxime Sarrazin. Très belle fin de journée, à bientôt.